il n'y avait pas d'autre solution qu'être hétérosexuelle. Et je me reconnaissais absolument pas dedans, mais je me disais, c'est ma faute. C'est comme si on me remet dans le placard, mais on ferme bien tous les verrous, on met une barre transversale pour être sûr que je ressorte pas. À cause de l'agisme, du validisme, de la grossophobie, etc., j'ai l'impression qu'en fait, j'ai loupé le train, c'est trop tard. Mais je me suis dit, je vais militer. Si je peux ne serait-ce que sauver une personne, et en tout cas, moi, c'est pour ça que je m'engage dans le militantisme associatif, c'est à nous de le construire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi, mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres, et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute. Bonjour Caroline. Bonjour. Comment vas-tu ? Bah ça va. Ça va, merci beaucoup d'être venue jusqu'à chez moi, c'est très gentil. Pas de problème, c'est Et- un plaisir. Bon, plaisir partagé. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui nous écoutent ? Alors, j'ai 46 ans, ça veut dire que je suis née en 1977 et que la visibilité sur l'homosexualité n'était absolument pas la même, ça n'existait pas en fait. Et je suis maîtresse de conférences en informatique, en intelligence artificielle. Ok, super. Et c'est quoi tes passions dans la vie ? Alors, j'en ai 20 000, je fais de la photo, du dessin, de l'écriture, le ciné, la musique, les concerts. Oui, j'en ai vraiment 20 000. Trop bien, une personne très passionnée du coup. Oui, par plein de trucs. Trop bien, très intéressant. Du coup, tu as un peu initié le sujet. Effectivement, on va parler donc d'homosexualité, de représentativité lesbienne et de coming out tardif. Pour qu'on comprenne ton parcours, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire en commençant par comment et où tu as grandi, dans quel contexte? Alors moi, j'ai grandi à Paris, dans le 20e arrondissement. En revanche, ce qu'il faut vraiment avoir conscience, c'est que ce 20e arrondissement n'existe plus. C'était un arrondissement très mixte, que ce soit socialement, ethniquement. C'était vraiment un vrai melting pot. Et j'ai grandi dans une école primaire qui était une école primaire alternative, donc qui m'a appris à être très respectueuse de beaucoup de choses, de beaucoup de valeurs de la République, en fait. Ok, ça marche. Et donc, quand tu as grandi dans cet environnement-là, est-ce que rapidement tu as ressenti une injonction à être attiré par les garçons, puis plus tard les Oui, hommes? oui. Alors, parce que, par exemple, il se fallait à tout prix d'avoir un petit ami secret. Mais en fait, c'était un peu caduque cette manière de voir les petits amis, parce que moi, mon meilleur ami garçon, parce que c'était quand même un petit garçon, il s'appelait Maï, on s'entendait vraiment super bien, on avait des private jokes, mais il avait un an de moins que moi, donc ce n'était pas mon petit ami secret, c'était pas envisageable. C'était pas envisageable qu'au CP, j'ai un petit ami secret qui soit à la maternelle et ainsi de suite en grandissant, puisqu'on a été dans les mêmes écoles, c'était le fils de ma nounou, et ça se faisait pas. C'est-à-dire que je me disais même pas, il faut que ce petit ami, je l'aime bien, je m'entende bien avec lui, parce que là, ça aurait été Miles. C'est vraiment de toute ma primaire, c'est le mec avec lequel je me suis le mieux entendue. J'ai plein de bons souvenirs avec lui, mais c'est pas lui que j'ai choisi, parce que j'avais compris qu'on attendait de moi que ce soit quelqu'un ou de mon âge, donc j'ai fait ce choix-là, ou de plus âgé. Mais donc au CP, j'avais une copine, son petit ami secret, la personne qu'elle aimait en secret, c'était quelqu'un de CM2. Enfin, elle n'avait jamais dû lui adresser la parole. Donc c'était vraiment très, très faux. Et puis j'ai fait des cures à Luchon. Et il y a un garçon qui m'a demandé de sortir avec moi. Et tout de suite, ma mère s'est emballée, la mère du garçon s'est emballée. Alors qu'en fait, je pense, on ne s'est même pas fait un smack, hein, alors qu'on s'est vu 3 ans de suite. Je pense qu'en fait, on ne savait pas qu'on était juste super amis et que l'amour n'avait rien à voir là-dedans. Mais les parents des deux côtés, c'est-à-dire ma mère et de son côté sa mère, se sont emballés. Ouais.
alors que non, quoi. Ouais, vraiment, tu sentais déjà une projection, Voilà, c'est ça. Beaucoup plus, en fait, de la part des parents que de la part de Sylvain et moi. Mmh. OK et donc après en grandissant, au moment du collège, lycée, au moment où justement il y a les premières histoires d'amour, souvent un 1er copain, 1re copine, comment ça se Alors, passait? bah, c'est plus tard qu'aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai eu de la chance, je ne sais pas si c'est le département ou la région, parce que j'ai déménagé en banlieue et j'ai eu, 4 cours d'éducation sexuelle, un par an. Et donc le premier c'était, en quatrième et c'était purement, reproductif. Donc pour donner l'idée de l'époque, ben, moi ça m'a appris ce qu'étaient les règles parce que je ne savais pas. Alors, je savais que ça existait parce qu'il y avait toujours un moment une copine qui venait dire: «Ça y est, je les ai». Toutes les autres faisaient: «Ah ouais!» alors qu'on savait absolument pas de quoi elle parlait. Ouais. Donc voilà, et j'étais pas la seule, parce que je me rappelle, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué comme souvenir, c'est que quand on est sorti de ce premier cours qui était très reproductif, j'ai entendu un de mes copains dire à un de ses copains: «Ah, c'est pas juste, les filles, elles peuvent faire l'amour tous les jours et nous, une fois par mois». C'est pour Ouais. vraiment donner l'idée de: «Non, c'est pas comme aujourd'hui, vraiment pas». Ouais, c'était pas très clair quoi ces sujets-là, Voilà, mmh. donc le 1er cours d'éducation sexuelle, je pense que personne n'était prêt en termes de sentiments ni rien, mais l'année suivante, par contre, il y avait déjà des gens en couple et surtout, il y avait le sida. Mmh. Parce que moi, mon adolescence, c'est vraiment les années sida avec, des morts et cetera, et ils ont réussi, alors que maintenant je sais qu'au début, on considérait que le sida, c'était une maladie inventée pour tuer les homosexuels. Ils ont quand même réussi, donc pendant les 3 années qui suivent, à nous parler du sida, de prévention du sida, Mmh. sans jamais parler d'homosexualité. Ah oui. C'était toujours, l'hétérosexualité, et c'est là que moi j'ai commencé, à me sentir mal parce qu'on avait 2 parties. La seconde partie, c'était un film différent à chaque fois. C'est la prévention du sida par l'horreur. Je Mmh. me rappelle, d'un des trucs où le mec apprend qu'il a le sida, donc on voit son torse, photographié. Il va y avoir une photo de prise à peu près toutes les semaines ou tous les 15 jours. Il va mourir en 6 mois, et la dernière photo, on voit le corps à la morgue. Mmh. Ah oui, C'est vraiment spécial c'est comme hyper prévention, choquant, hein, ouais. et c'était un film différent, tous les ans, Mmh. donc déjà cette partie-là, c'est affreux pour tout le monde, je pense. Mais par contre, la première partie, et ça m'a surtout beaucoup marqué la première année, c'est qu'on avait, des moulages de pénis en plâtre et plein de préservatifs, et on devait jouer avec les préservatifs pour s'habituer à manipuler, l'objet, essayer de les mettre sur les pénis en plâtre et cetera, et je comprenais pas. C'est-à-dire, je comprenais que les mecs soient super contents de jouer avec des pénis en plâtre et des préservatifs, mais je comprenais pas pourquoi les filles, ça les faisait kiffer. Moi, j'avais absolument aucune envie de jouer avec des préservatifs, et heureusement qu'il y avait pas assez de pénis pour tout le monde, parce que je ne voulais absolument pas, toucher un pénis en plâtre. C'était Mmh. hors de question. En 3 ans, je suis devenue l'experte de l'esquive de pénis en plâtre. Je n'en ai touché aucun, mais ça me mettait très mal à l'aise et je comprenais pas, et on n'est pas du tout comme il y avait dans les magazines féminins de l'époque. Ouais, on raconte tout à ses copines. Non. Non, 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 on n'en parlait pas, et à cette époque-là, ben, je me suis aussi décalée des filles parce qu'elles allaient dire: «Oui, alors je suis sortie avec machin, on a couché ensemble, on l'a fait sous la douche». Des trucs dont, bah, ça m'intéressait pas, hein. Puis en plus, c'était leur vie privée, Mmh. et en revanche, mon meilleur ami, qui a été mon meilleur ami pendant des années, Fabien, on parlait de manga, de jeux vidéo, de livres, de ciné, de musique. C'était 20 000 fois, plus intéressant Mmh. d'être avec lui que d'entendre parler de mecs, Mmh. toute la journée. Mais comme tout le monde avait l'air de trouver ça normal de jouer avec des préservatifs, je me suis dit que, ben, si j'étais mature sur d'autres sujets, peut-être que je l'étais pas sur celui-là, Mmh. et pour montrer à quel point je pouvais même pas imaginer que je sois autre chose qu'immature, c'est que je me rappelle très bien, je ne sais plus si c'est en première ou en terminale, on nous a donné un petit fascicule pour désacraliser la première fois. Alors, cela dit en passant, je pense qu'il était trop tard. Je pense Mmh. qu'à peu près tout le monde avait déjà couché avec quelqu'un, à Ouais. part moi. Mais, et je me rappelle qu'avec quelques filles, on s'est installées sur un coin de pelouse, dans la cour, du lycée, et qu'on a lu les témoignages, qui est très très sibyllin quand même. Mais par contre, ça m'a gênée, et là, je vais pas pu le cacher,
Et en fait, elles ont juste rigolé et dit: «Ah, tu dois pas être mature». Donc c'était vraiment, il y avait pas d'autre solution Mmh. qu'être, hétérosexuel. C'est-à-dire, c'est la même chose, des injures homophobes dans mon lycée, dans mon collège, je n'en ai pas entendu. C'est pas qu'on était des anges, parce qu'il y avait des injures racistes, il y avait des injures sexistes, mais il y avait vraiment aucune visibilité de l'homophobie et de Mmh. l'homosexualité, et surtout que j'ai eu de la chance, alors contrairement à mon enfance qui était beaucoup plus compliquée, au lycée, au collège, d'être dans des lycées publics, mais dans des banlieues chics. Donc les gens, moi non, mais les autres étaient très protégés. Mmh. Donc toutes ces infos n'arrivaient pas, en fait. Il n'existait qu'une seule possibilité, c'était de tomber, amoureux d'un mec, de coucher avec, puis d'avoir des enfants, une maison, un chien, et je me reconnaissais absolument pas dedans, mais je me disais: «C'est ma faute, je suis pas, assez mature». Mmh. Et donc à ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu ressentais? Tu ressentais une forme de dégoût, de rejet par rapport, Alors, par aux rapport hommes? au vanille sans plâtre, du dégoût, Mmh. vraiment, et par rapport à tout ce que pouvaient raconter les filles qui avaient autour de moi, une grande incompréhension. Mmh. Je comprenais pas, ça sortait complètement de ma sphère de compréhension, et je sais qu'à cette époque, mon père sortait avec une femme, qu'il a épousée plus tard, et qu'on voyait jamais, mais il devait lui parler de ma sœur et moi, puisqu'un jour elle a débarqué chez nous pour me regarder droit dans les yeux et dire: «Il y a un âge pour être ami avec des mecs et il y a un âge pour coucher avec». Ça voulait dire que mon meilleur ami Fabien, avec qui je m'entendais super bien, il fallait que je couche avec. Je me suis sentie, humiliée, salie, c'est vraiment ça, ça a été ultra violent, Mmh. et je ne comprenais pas pourquoi. D'abord, je comprenais pas pourquoi elle me disait ça, et je comprenais pas pourquoi je le prenais aussi mal, et elle nous a quand même forcés à faire avec mon père un dîner à 4, c'est-à-dire, couple et couple. Je sais même plus ce qu'ils avaient foutu de ma sœur, hein, mais ce dîner, c'était la pire humiliation de ma vie, et moi, j'arrêtais pas de penser dans ma tête toutes les fois où j'allais à l'improviste chez Fabien, j'étais accueillie comme la fille, le troisième enfant, et on me donnait l'injonction, l'ordre de coucher avec Fabien, alors que je n'étais pas amoureuse de lui et il n'était pas amoureux de moi. Je rentrais pas du tout dans ces critères de féminité, hein. À part ma poitrine, je cochais aucune case. Mmh. Il y avait pas, l'un qui aurait été secrètement amoureux, Oui. et non, c'était très clair que on était les meilleurs amis, et je me rappelle très bien que dans ce lycée, il m'est souvent arrivé d'entendre, soit de personnes que je connaissais, soit de personnes que je connaissais pas: «Oui, ben moi, maintenant que je connais Caroline et Fabien, je crois en l'amitié fille-garçon». Mmh. Donc Ouais. il y avait vraiment aucune, et moi je l'ai, très mal vécu, cette injonction à devoir coucher avec Fabien, et ce dîner, pour moi, c'est vraiment le dîner de la honte. Mmh. Ouais, c'est vraiment, l'hétéronormativité, dans toute sa splendeur. Surtout que cette dame, on la voyait jamais, je la connaissais pas, elle me connaissait pas. Je me dis: «Mais mon père aurait pu me défendre», enfin, je sais pas, et puis, ne faites jamais ça, enfin, si vous avez mon âge des mômes, non, ne faites pas ça, laissez-les décider, hein. Mmh. Et puis, quand bien même il y aurait eu un sentiment amoureux entre Fabien et moi, ce qui n'était pas le cas, je pense que c'était à nous de choisir. Oui, c'est ça. Ça aurait mis hyper mal à l'aise, quoi, Oui, non, mais ouais. ça Quelle se horreur. Ouais. Et du coup, tu nous expliques que, donc, au lycée, on n'entendait pas parler d'homosexualité et cetera, et le reste du temps, que ce soit, dans la rue, dans des médias, des choses comme ça, tu en avais jamais entendu parler, dans ta jeunesse? Alors non, parce que l'accès à la télé à mon époque, c'était beaucoup plus, limité que maintenant. C'est-à-dire que moi, c'était les dessins animés quand mon père était pas là, et Un bout de nulle part ailleurs avec les Guignols quand mon père était là. Mmh. Et pour mes copines, et mes copains, c'était la même chose, sauf qu'eux, ils avaient le droit au feuilleton sur M6, de 20h. Ouais. Obtenir de regarder, Indiana Jones, ou pour moi le patinage artistique, j'en suis dingue, fallait négocier des heures pour l'obtenir. En plus, mon père, le salon, c'était sa chambre. Donc il y avait pas du tout cet attrait-là, et le seul truc qui aurait pu me faire dire: «Ça existe», c'est le film Les Nuits Fauves, dont j'avais entendu parler puisque une de mes très bonnes amies l'avait vu. Mais en fait, elle a flashé sur le mec. Donc elle en parlait que pour dire qu'il était beau, qu'elle adorerait sortir avec lui. Donc jamais, j'ai su que ça parlait d'homosexualité, parce que pour moi, ce film, c'était un film où il y avait un mec,
dont ma copine Sabine était, red down quoi, Mmh. donc non, c'est pas venu jusqu'à moi et je pense que c'est dû au fait que, si moi j'étais pas dans une relation privilégiée avec ma famille, les autres l'étaient énormément. Mmh. C'est-à-dire c'était vraiment très, enfin je sais que quand j'allais chez mes copines, leur maison c'était, leur taille, c'était la moitié de l'immeuble où j'y vais, hein, donc c'était Ouais. vraiment, ou alors au bac, quasiment toutes les filles que je connaissais se sont fait faire déboucher les chakras parce que leur mère les a envoyées se faire déboucher les chakras. C'est pour donner l'idée. Mmh. Donc l'homosexualité, non, 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 Mmh. à aucun moment, quoi. Mmh. Ça n'existait vraiment pas. OK, ça marche et donc toi, à quel moment, tu as commencé à ressentir une attirance pour les femmes? Enfin, comment est-ce que tu as évolué de, «OK, tout ce qui touche à la sexualité, ça me dégoûte parce que pour moi, c'est qu'un homme» et cetera, à «OK, peut-être que moi, c'est pas les hommes qui me plaisent, mais c'est autre chose et en fait, ça existe, ça s'appelle Alors le ça a été très lesbianisme». long, c'est-à-dire que quand je suis arrivée, à la fac, ben, il y a un moment, je suis sortie, avec un garçon. Mais on n'a pas couché ensemble et je pense que c'était pas de l'amour. Je pense que j'avais eu une enfance tellement malheureuse qu'avoir quelqu'un qui m'aime avec autant d'absolu, enfin, c'était ma bouée de sauvetage Mmh. et on n'a pas couché ensemble parce que comme c'était aussi sa première fois, il voulait le faire avec, la femme de sa vie, Mmh. qui n'était visiblement pas moi et c'est l'époque où je vais entendre parler, de l'homosexualité masculine OK. avec, Freddie Mercury et Queen. Mmh. Et alors après on va dire: «Oui, mais si tu t'en es pas rendu compte, c'était de l'homophobie, refoulée ou n'importe quoi». Non, parce que je me rappelle très bien que quand on a découvert, que Freddie Mercury était homosexuel, on était dans une voiture et je comprenais pas pourquoi il y avait la moitié de mes potes qui étaient, choqués et qui voulaient plus qu'on écoute Queen. Ça Mmh. ça faisait pas sens à mes yeux. Par contre, j'ai pas tilté. Si c'est possible pour les mecs, c'est que c'est possible pour les filles. Ouais. Pas du tout et bah, j'ai abandonné plus ou moins l'idée des mecs et de sortir et cetera, parce que j'ai fait des études très longues, très compliquées et en fait, c'est revenu beaucoup plus tard. J'étais, en DEA et par hasard, j'ai lu un livre qui s'appelait, HS, je crois que c'est Isabelle, Chaillot, le nom de l'autrice et en fait, ça parle d'homosexualité féminine, entre 2 adolescentes et là, ça fait une caisse de résonance incroyable. J'étais super frustrée par la dernière ligne du livre qui disait: «Et j'ai mis sa main dans ma main dans la sienne» et j'ai même fait des recherches sur le début d'internet pour trouver que la vraie fin, ça avait été censuré par les éditions, c'était j'ai posé ses lèvres sur les miennes et la fin, ça m'a mais soulagée. Par contre, comme j'étais déjà sortie avec un mec, bah, je me suis pas dit: «Ça peut être moi». Mmh. C'est, 2 ans plus tard, j'ai commencé à devenir amie avec, une fille et notre amitié, bah, en fait, elle est allée c'est pas qu'elle est allée trop loin dans le genre, on dirait fait quelque chose de mal. C'est il était visible pour moi que c'était plus comme les amitiés que j'avais pu connaître, qui étaient pourtant des amitiés assez fusionnelles et c'est là que je me suis dit: «Non, en fait, je dois pas être, amie, en fait, je dois être amoureuse», donc je lui en ai parlé. Je lui ai dit: «Bah, voilà, écoute, on s'entend super bien et en fait, je me demande si moi je suis pas lesbienne». Et ben, il l'a pas pris au sérieux. Donc je me suis dit: «Je vais en parler, à ma psy». Alors ce que j'ignorais, c'est que pour Freud, hein, l'homosexualité féminine n'existe pas et donc ma psy m'a dit: «Mais non, vous êtes pas lesbienne, vous n'êtes capable de coucher avec des gens, non, vous n'êtes pas capable de coucher avec des gens, vous n'aimez, sans désir sexuel». Mmh. Mais ça me convenait pas quoi comme réponse. Je me disais: Non, c'est pas tout à fait ce que je ressens». Donc j'en reparle en disant: «Voilà, j'en ai parlé avec ma psy et cetera» et là, elle m'a, rembarrée mais assez violemment en me disant, «Mais non, tu n'es pas lesbienne» et comme, je la badais à fond cette fille, et ben, je l'ai crue. Mais l'image que je me fais aujourd'hui quand je revis ce moment, c'est comme si on me remet dans le placard, mais on ferme bien tous des verrous, on met une barre transversale pour être sûr que, je ressorte pas. Mmh. Ouais, OK et là, tu avais, quel âge à ce moment-là? Je devais avoir, entre 26 et 30 ans, Mmh. donc c'était quand même tardivement, hein. Ouais. Donc là, tu avais commencé du coup à te dire: «OK, peut-être que je suis lesbienne» et là, du coup, d'un coup, on te dit: «Non» et Et toi, comment c'est tu l'as c'est vécu? dit de telle manière que, oui, Mmh. j'ai vraiment l'impression on fait bien en sorte de fermer et de
Alors que qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle me dise, tes sentiments ne sont pas partagés, mais on va chercher ensemble, Mmh. se renseigner parce que encore une fois, l'homosexualité féminine, on n'en parlait pas. C'est-à-dire que je connaissais 2 homosexuels mecs à l'université, mais des Gwyn, non, aucune, Mmh. j'aurais pré ou alors qu'elle me dise: «Bah, écoute, moi ça me gêne, on n'en parle plus, je veux plus te parler». Même ça, j'aurais préféré Ouais. au fait d'être remise dans le placard aussi violemment. Mmh. Ouais. Puis c'est faux aussi que, la psy, ait tenu des propos comme ça, Alors après, maintenant, je vois bien que quand je vais voir des médecins, ben, j'évite de dire que je suis lesbienne parce que sinon on va m'expliquer en long, en large et en travers que non. Ah ouais? Et ouais, on va Mmh. m'expliquer: «Mais non, en fait, vous pouvez coucher qu'avec les mecs dont vous êtes amoureux». Non, mais le problème, c'est que je ne tombe pas amoureux des mecs, il va falloir arrêter, quoi. Ah ouais, Non, c'est non, fou c'est qu'il et y ait ce refus de comme s'ils savaient mieux que toi, quoi. oui, c'est ça. Mmh. Ouais, c'est dingue. Hem et donc, comment t'expliques en fait, le fait que, tu as mis justement, autant de temps déjà, donc à savoir que l'homosexualité existait et ensuite à la lier à ton vécu, à ton identité? Alors que l'homosexualité existait, je pense que c'est v clairement l'époque Mmh. et de pas avoir eu dans mon entourage d'homosexuels. Et après la liée à moi, bah, c'est à cause que du fait que j'ai fait les études d'informatique et des filles, j'en côtoyais pas. Donc tomber amoureuse d'une fille alors que je ne côtoyais pas de filles, ben, c'était pas possible tout simplement. Ouais, c'est sûr. Les rares filles que je côtoyais, c'était, les copines de mes potes. Donc il y avait vraiment rien et une des premières femmes que j'ai côtoyées, en tant qu'être humain, non lié à quelqu'un d'autre et bon, il y en avait deux trois autres à la même époque Mmh. et oui, là, je veux dire, à partir du moment où la possibilité a existé, où j'ai pu voir, des femmes, oui, Mmh. ça a changé la donne. OK et par la suite, après ce moment où tu as été, remise dans le placard, assez violemment quand même, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Bah, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un mec, que je couche avec, que ça remettrait les choses en place. Mmh. Et bah, comme j'ai déménagé en province, pour le boulot, j'ai commencé, alors il y avait pas les applications de rencontres à l'époque, mais à rencontrer des mecs et à essayer de coucher avec eux et en fait, je peux pas, j'y arrive pas, je ressens rien pendant les préliminaires et ça c'est jamais allé plus loin que les préliminaires parce que, bah, je les ai foutus dehors à chaque fois. Je veux dire, je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais là? Tout ça pour ça?» Mmh. Et puis du dégoût, en fait, absolument, «Remballez-moi ce pénis, je n'en veux pas» et un jour, il s'est passé quelque chose de très important pour moi, c'est-à-dire que donc la personne, m'a déshabillée et j'étais consentante, hein. Encore une fois, je me disais: «Je vais essayer, Mmh. de coucher avec la personne» et à l'époque, j'avais pas de tatouage sur les bras, donc on savait pas que j'étais hyper tatouée. Par contre, j'en avais plein les jambes et j'ai eu un long discours sur, les tatouages c'est mal, et j'ai rien dit. Alors que pour Mmh. moi, les tatouages, c'est une réappropriation de mon corps et c'est un projet artistique, c'est quelque chose de très important. Donc j'ai pas couché avec ce mec, heureusement, mais le lendemain, quand je me suis dit, «Tu n'es même pas capable de défendre quelque chose que tu aimes, arrête» et donc bah, j'ai arrêté et j'ai passé des années Mmh. à considérer que le sentiment amoureux n'était pas pour moi. Mmh. OK et comment ça se fait que enfin, du coup, tu étais dans cette posture où tu te disais, «Bon, bah, je vais pas tomber amoureuse, personne ne va tomber amoureux de moi» et tu étais dans ce truc un peu d'attente où tu te disais: «Je vais peut-être qu'au bout d'un moment, je vais remettre les choses en place» et Ah non, c'était fini ouais, et c'était puis fini comme pour en toi. plus, je recôtoyais plus de femmes. Mmh. Puisque dans mon métier, des femmes, il y en a très peu. Bah, non, enfin, j'avais fermé la porte définitivement. Pour moi, Mmh. plus rien ne m'attendait. OK et donc ça a été quoi un peu le déclic, qui a fait que finalement tu t'es Bah, repenchée sur le sujet? de nouveau un livre, hein, enfin une BD. Alors j'avais déjà lu des BD avec des héroïnes, lesbiennes, dont beaucoup de Tilly Walden, je sais plus comment elle s'appelle, Mmh. qui sont très bien, mais je me reconnaissais pas dedans. Et en même temps, je suis obèse et je me reconnais pas dans les BD pour obèses, donc Mmh. voilà. Mais cette BD-là que je trouvais assez nulle parce que, pompée sur un film, parle d'homosexualité et vers la fin, la femme fait son coming out
heu, auprès de sa mère, ça se passe très, très mal et elle dit: «Oui, on peut pas choisir qui on aime», donc ça pour moi c'était bateau, hein, on Mmh. trouve ça partout, mais on peut choisir de s'accepter et là tout d'un coup c'est comme si plein d'engrenages se mettaient à tourner et tout se remet en place. Tout ce qui n'allait pas avant, elle me dit: «Mais non, mais en fait, il faut que j'accepte», et c'est là que je me suis rappelé ce qui s'était passé avec Nathalie, ce que je me suis rappelé, les cours d'éducation sexuelle où je fuyais les pénis en plâtre, tout s'est remis en place et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, je regarde les filles dans le bus, que oui, en fait, ben, je suis homosexuelle, quoi Mmh. et ça fait, j'ai perdu 10 ans dans le placard Mmh. parce que je sais pas quoi, j'en sais Ouais. rien. Je vois. OK et donc ça a été vraiment ce livre-là qui t'a permis de te dire, «OK, bon, bah, en fait, maintenant, il faut que j'arrête de repousser ça, en fait». Oui, c'est ça et où je me suis dit: «En fait, ben, oui, en fait, si tu aimes pas les hommes, c'est parce que c'est des hommes». Mmh. Donc oui, c'est là que je me suis dit, on ouvre un autre chapitre. Mmh. Et du coup, par la suite, une fois que tu as brisé ces barrières-là, que, voilà, tu t'es dit, «OK, bon, bah, en fait, je suis lesbienne». Déjà, tu arrivais du coup à l'assimiler, à te dire: «OK, c'est Il y a ce que eu je suis». il y a eu aucun problème. Ouais. Là, vraiment, non, je me suis Une fois que c'est bon, les barrières étaient brisées, voilà, let's c'est go. ça. Mmh. OK et après du coup, est-ce que tu as pu, réussir à vivre, ton identité ou? Alors, oui et non, c'est-à-dire que, il y a un bar LGBT, QIA+ dans ma ville, hein, sauf qu'il y a essentiellement plus de mecs qui le fréquentent que de femmes Mmh. et je m'investis dans l'association LGBT, QIA+ de la ville aussi. Mais les seules lesbiennes que je peux voir sont en couple, en fait et alors, je sais que je peux avoir du désir pour ces personnes, parce que je sais que l'une d'entre elles m'a, effleurée, sans arrière-pensée ni rien et j'avais l'impression d'être branchée sur une pile électrique. Mmh. Mais en fait, je vis quand même dans une petite ville de province, où encore une fois, ça n'exis enfin, c'est quand même une ville où moi, quand je suis arrivée, c'était pas normal qu'à mon âge, je sois pas mariée, j'ai pas 3 enfants. Je sais qu'une fois, j'avais aussi parlé avec un de mes supérieurs du fait que j'arrivais pas à m'intégrer dans la ville, car elle est très catho-bourgeoise et il m'a dit: «Mais faites des enfants, on se fait des amis à la sortie des écoles». Ah oui, super. Les enfants, c'est un moyen, quoi. Non mais Donc c'est pour dire la mentalité ouais. de la ville et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé, à ma psy, donc une autre, Ouais. et qui m'a dit qu'en fait alors elle parlait pas d'homosexualité, mais le fait de ces espèces d'injonctions, de normes qu'il peut y avoir dans cette ville, elle a énormément de patients et de patientes qui les ressentent sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que dans cette ville, à partir du moment où tu prends la décision de sortir, tu appartiens aux autres. Mmh. Le nombre de fois où je me suis ramassée, des remarques, sur mon poids, des gens qui viennent vouloir injur injurier, je me suis fait casser la figure à la foire Saint-Martin parce que je mangeais une barbe à papa alors que je Ah suis ouais. obèse, enfin, si tu es une femme et que tu vas prendre un verre seule dans un bar, c'est pas jugé comme normal. Il y a des restaurants, parce que j'adore aller au restaurant, où en fait, si j'y vais seule, je suis servie avec un lance-pierre, alors Mmh. je sais pas si c'est pour libérer la place que j'occupe alors qu'on pourrait être 2 ou si c'est parce qu'ils se disent: «Oh la pauvre, elle va avoir honte», mais en fait non, Mmh. non, je viens pour prendre du plaisir, mais c'est très normé comme ville et d'ailleurs quand j'ai réalisé que j'étais lesbienne, je me suis dit: «Mais pourquoi ici, quoi?» C'est Mmh. pas C'est pas le bon endroit pour, mmh. et après, je vois que c'est quelque chose qui va être, même si on est dans le côté militant, puisque j'ai, glissé du côté militant, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que j'ai, lu tous, les petits fascicules qui concernent la sexualité, féminine ou avec vulve. Alors les lesbiennes vont exister, dans l'intro ou un moment, puis ça va virer à: «Vous êtes protégées par le préservatif?» Ben non. Et c'est au point que j'en ai parlé avec, le coordinateur de l'asso et on va essayer de voir s'il existe des fascicules qui parlent d'homosexualité féminine et s'il n'existe pas, ben, on va l'inventer. Mmh. Parce qu'il y a vraiment, moi je sais, hein, le petit slogan «Les lesbiennes ont toujours été là», mais même dans un côté militantisme et prévention, ben, on n'existe pas. C'est-à-dire Clairement. que,
pour savoir qu'il faut utiliser, une digue Mmh. buccale, mais j'ai, cherché des heures sur le net. Dire si on tape lesbienne dans Google, c'est Pornhub. Ouais, C'est pas du tout ce que je veux. Moi, c'est je faux. veux, les moyens de prévention, je veux enfin et finalement, ben, je peux l'avoir dans certains livres, parce que je me suis mis à chercher des livres, mais c'est quelque chose auquel on n'a pas accès et je vois bien que, oui, c'est quelque chose de caché. Mmh. Parce que, je marche énormément et non, des lesbiennes, j'en croise pas. Je veux dire, même un couple de lesbiennes dans la rue, à part lors des gay pride, il n'y en a pas. Mmh. C'est-à-dire, c'est complètement invisibilisé. Mmh. Non, mais c'est vrai, tu as totalement raison et puis en plus, ça a des conséquences quand même parce que notamment sur tout ce qui est, santé sexuelle, bah, effectivement, là l'autre jour encore j'étais en prévention, avec, des ados de 14 ans et justement je leur expliquais, bah, le principe des digues dentaires et tout ça, bah, pour les relations entre, femmes, personnes à vulve et tout et en fait, ils étaient tous: «Ah ouais, bah, on nous a jamais dit ça, Et on le pensait que problème, ça c'est que existait pas», c'est que ça marche pas. mmh, C'est-à-dire que, d'abord, on ne les trouve pas en pharmacie, mmh. parce que ce n'est pas un dispositif médical et quand on les achète sur internet, il est écrit que ce n'est pas un outil de prévention. Ouais, super. Quand j'en ai parlé à mon toubib, il a regardé pour, les préservatifs féminins, ça suffit pas non plus. Mmh, Pour mon toubib, au jour d'aujourd'hui, il y a pas de vrai moyen de prévention pour les relations de vulve à vulve. super. Parce qu'il y a aucune, hom enfin, il y a pas de norme Ouais. NF-CE sur les digues bancaires dentaires. Mmh. Donc bah, j'en ai acheté quand même, mais ça se trouve c'est du bullshit, j'en sais Mmh. rien. Alors je sais qu'une fois j'en parlais, avec quelqu'un, au bar LGBT et il me dit: «Oui, mais il suffit de découper dans un préservatif». Alors oui, alors déjà, c'est pas glamour une digue dentaire, mais excuse-moi, je prends des ciseaux, je les désinfecte et on passe à l'acte. Je Ouais. préférerais avoir un truc à ouvrir et on n'en parle Oui, plus, voilà, quoi. c'est ça. C'est, Mmh. Oui, c'est vrai, parce que c'est ce que j'allais dire, la possibilité de découper le préservatif, mais c'est vrai que encore une fois, pourquoi est-ce qu'il y a pas juste des outils adaptés qui existent? Enfin, c'est fou. Voilà et même avec, une digue dentaire, on n'est pas protégé pour toutes les relations. Mmh. C'est-à-dire que si, votre grand rêve, c'est, de vous lancer dans des ciseaux, ça Mmh. sert à rien les digues Mmh. dentaires. Là, vous pouvez les mettre à la poubelle, pas Ouais. ouvrir le sachet, Mmh. donc il y a vraiment un problème. C'est-à-dire que et ça se ressent vraiment quand on lit les fascicules de prévention, on part du principe que vous êtes sauvé par le préservatif. Oui, mais en fait non, hein, non, non. Mmh. Ouais et tu parlais aussi, la place dans l'espace public et cetera, la grossophobie, tout ça. Est-ce que, tu ressens aussi tu trouves aussi qu'il y a de la grossophobie dans le milieu LGBTQ+? Oui, alors je ne le sais pas de la part des lesbiennes, parce que je ne leur parle pas, parce que je ne les croise pas, ou alors elles sont en couple, je ne veux pas les tenir une chandelle. Mais oui, je vais parler avec beaucoup d'homosexuels ou beaucoup de personnes trans, et il va y avoir de la grossophobie et du sexisme, et Mmh. aussi du classisme. Mmh. OK et ça, toi, tu l'as déjà ressenti directement? Oui, moi je l'ai déjà ressenti directement et je l'ai aussi ressenti au sein de l'association où je suis Mmh. et avec le coordinateur, on va saisir, le conseil d'administration parce qu'il a dit que non, ça on n'en veut pas dans une association, LGBTQIA+. Mmh. Donc c'est quelque chose qui existe et j'ai trouvé ça moi ça m'a fait beaucoup de mal dans le sens où je me suis jamais sentie à ma place nulle part. Pas parce que j'ai fait exprès de performer pour pas rentrer dans un moule, parce que je suis comme ça et tout d'un coup, je me suis pris le monde queer dans la gueule, qui est en fait pas queer du tout, qui est, il faut, ne pas être gros, ne pas être ceci, ne pas être cela et au début, je m'étais abonnée à des comptes Instagram, de lesbiennes. J'ai laissé tomber parce que, et ben, je ne suis pas passionnée par le vernis à ongles, là, va falloir arrêter. Je ne suis pas brune, mince et grande. Enfin, je suis grande, mais je suis blonde et grosse, donc ça va pas. Je n'ai pas une passion pour les sextoys pénétratifs, je n'aime pas ça du tout. Je ne re corresponds pas au type de la lesbienne, véhiculée par Instagram. Mmh. Donc en fait, les seuls, comptes lesbiens que je suis, ça va être des comptes lesbiens militants. Où là, mais c'est embêtant dans le sens où je me dis: «Mince, s'il y a une autre Caroline», bon, elle sera quand même au courant, j'espère, en France que l'homosexualité existe, mais si elle est noire, Mmh. si elle porte le voile,
si elle est grosse, même si elle est blonde, vu que visiblement, il faut être brune pour être lesbienne, comment elle se reconnaît? Parce qu'en fait, c'est hyper normé. Mmh. Ouais, effectivement. Bah ouais, non, mais c'est intéressant, c'est toutes ces questions de représentation où au final, déjà, c'était le début du problème pour toi parce que c'est Ah moi, parce qu'il n'y c'était a pas eu clairement le de problème. représentation. Ouais. Je veux dire, si moi, avant que je me dise: «C'est pas pour moi», si moi, lors de ces foutus cours d'éducation Mm, sexuelle, on m'avait dit: «Il existe l'homosexualité», ou même si lorsque j'ai regardé le fascicule sur, la première fois avec mes copines, elle m'avait dit: «Ha ha ha, c'est une gouine», bah, je serais allée en parler à ma prof particulière, d'anglais et elle m'aurait emmenée dans le Marais et c'était fini, quoi. Parce mm, que moi, j'habitais en proche banlieue parisienne. J'étais à 20 minutes du Marais. mm. Donc c'est quand même hallucinant de se dire qu'en ayant grandi à 20 minutes du Marais, j'étais même pas au courant que l'homosexualité existait. C'est lamentable. Mmh. D'où l'importance, encore, aujourd'hui de sensibiliser sur le sujet et d'en parler, quoi. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on entend des personnes qui disent: «Non, mais on met des personnages LGBT partout, c'est n'importe quoi», mais au final, c'est tellement important, Oui, c'est ça et c'est pour ça que finalement, bon, bah, j'espère que je rencontrerai quand même une femme un jour, même si vu là où j'habite, j'ai l'impression que entre la grossophobie, le validisme et l'agisme, je crois que j'ai, raté le train. Mais je me suis dit: «Je vais militer. Je vais, aller dans les écoles, faire de la prévention». Enfin, c'est pas possible. Je peux pas me dire qu'il y ait une autre personne qui soit dans mon cas-là et sous prétexte qu'elle ne sache pas que ça existe ou alors qu'elle n'ait des représentations que négatives que ça existe ou tellement éloignées de sa vérité. Alors évidemment, je peux pas prendre tout, je ne peux pas me voiler, devenir noire et cetera. Mais je me dis: «Déjà, je suis blonde et grosse et je suis vieille et montrer qu'il y a d'autres, mmh. enfin plein de chemins et ça je trouve que ça manque parce que c'est bien gentil de dire: «Oui, il y a des représentations», mais jusqu'à maintenant, moi je n'ai jamais ah si, j'ai un pote gay coiffeur, mais à part ça, j'ai jamais de pote homosexuel qui travaillerait dans la mode ou le non, enfin c'est pas ça la vraie vie, hein, Mmh. ouais. Mmh. En Ouais, tout c'est cas sûr. pas en province, hein. Oui, parce que c'est vrai que les représentations souvent, LGBTQ+, ça reste des personnes plutôt jeunes, plutôt, comme tu disais, minces, dans les standards de beauté, attendus actuellement, qui vivent plutôt en ville, Et qui qui sont plutôt aisés, alors que oui, moi je le vois bien, quand, je vais au bar. Enfin, il y a des soudeurs, je veux dire, on a le droit d'être soudeur et gay, en mmh, fait, hein, et il y en a plusieurs, hein, en plus, c'est pas, on peut pas me dire: «Oui, tu ressors l'unique soudeur». Non, non, il y a vraiment, et c'est ça que j'aime dans ce bar, même si je préférais qu'il y ait plus de femmes célibataires qui oui. viennent seules, c'est qu'il y a vraiment de tout. Mais le fait qu'il y ait vraiment de tout, ça veut aussi dire qu'il y aura un con, Mmh, qui va te dire que, non, il existait des injures homophobes dans ton lycée. Ah bah, je suis super contente que tu aies été au lycée Albert Camus, à la Garenne-Colombes. Je l'ignorais. Et je veux plus qu'il y ait parce que moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, sans repenser au cours de pas d'homosexualité, mais de sexualité, que j'avais complètement zappé, hein, j'avais zappé que je fuyais les pénis. Par contre, je me rappelais très bien que dans le hall, on avait une fresque avec plein de dessins de capotes, mais comme si elles étaient Miss, qui nous parlaient. On est chatouilleuse, tout ça pour, dire que, elles avaient d'autres qualités, mais je les ai pas retenues, parce mmh, qui m'intéressaient pas ces foutues capotes. Mais, je me là, c'était quelque chose de fun. Elles étaient rigolotes. Je me rappelle qu'elles avaient des grands sourires. Elles nous tutoyaient, elles nous interpellaient, mais en fait, elles ne représentaient qu'une sexualité. mmh. Toujours la même, quoi. Exactement. Ouais. OK. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es par rapport à tout ça? Est-ce que tu ressens encore des barrières par rapport à ton identité, ton orientation sexuelle? Bah, je vais ressentir une barrière du lieu où je vis. C'est-à-dire que je ne vois pas comment rencontrer une lesbienne. Et il n'existe pas d'application de rencontre spécialisée sur les lesbiennes. Et quand on creuse un peu, alors oui, on peut être sur Tinder, enfin, c'est plus de mon âge, moi, c'est plus, mythique, mais donc on peut dire qu'on est une femme qui recherche une femme, mais dans la majorité des cas, on tombe sur un homme qui se fait passer pour une femme ou une femme qui est en couple et qui veut quelque chose pour pimenter, sa vie sexuelle. Ouais. Ce qui est pas du tout ce que je recherche et ça me donne pas envie, en fait. Et puis déjà, je suis dans une
petite ville, quand j'entends parler les mecs dire à quel point c'est pauvre sur Grindr, qu'est-ce que je vais trouver sur Mythique? Mm. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'est pas très encourageant, on va dire. Euh, Toi, du coup, aujourd'hui, quand tu regardes un peu en arrière et tout, est-ce que tu aurais aimé faire des choses différemment? Est-ce que tu aurais aimé... Enfin, est-ce que tu regrettes d'avoir passé une partie de ta vie, du coup, sans avoir pu assumer qui tu étais? Oui, Mm. clairement. Surtout que, comme j'étais quelqu'un de très indépendant et que ma sœur et moi, on a eu une enfance très dure, j'aurais eu, même dans les années 90, aucun problème à l'assumer. Ça, je le sais, parce que j'ai assumé des choses beaucoup plus lourdes que ça et j'aurais voulu le savoir. Mm. Parce que j'ai l'impression, ben, j'ai 46 ans, j'ai l'impression d'avoir perdu 30 ans et comme je te le disais tout à l'heure, à cause de l'agisme, du validisme, de la grossophobie et cetera, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai loupé le train, c'est trop tard, hein. Et ça me rend mais Ouais, ouais, je comprends. Et, ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est quand tu as fait ton coming out, euh, au niveau de tes proches, ça s'est passé comment? Notamment, tu cites ta sœur. alors je l'ai pas fait ni auprès de ma sœur, ni auprès de mon père, Ok. parce que j'ai déjà entendu, ma sœur avoir des propos lesbophobes. Ah ouais, super. C'est-à-dire que je me rappelle une fois, on se promenait, ça devait être, au quai à Paris et il y avait un portrait, d'une femme nue, un dessin et j'ai dit que c'était beau et ma sœur, comme on se connaissait très bien, elle a tout de suite compris que je parlais pas du dessin. Elle m'a regardée longuement et elle m'a dit: «Non, ça c'est ton œil de dessinatrice» et elle a eu, oui, plusieurs propos, lesbophobes. Mm. Je vais pas me confier à mon père parce que vu que la nana qui a voulu me forcer à coucher avec Fabien, c'est sa femme, j'ai pas envie. Mm. J'en ai parlé à une amie très proche qui a eu besoin d'un peu de temps pour digérer et sinon 2 autres qui sont OK, mais par contre, j'ai quand même eu une copine qui m'a dit: «Non, mais en fait, tu es asexuel». Non, mais arrêtez de Mm. dire que je ne veux pas coucher avec les gens, c'est lassant à la fin Mm. et quand je lui ai dit: «Mais non, j'ai ressenti du désir, je suis pas asexuelle», qui m'a dit: «Oui, mais c'est parce que tu as pas trouvé le bon». Oh là là, cette phrase. Mon C'est Dieu. exécrable et Ouais. ce qui est aussi très dur, c'est de voir que, on en est à un point que ma psy m'a dit: «Non, quand vous allez chez le médecin, faut pas que ça transparaisse que vous soyez, homosexuel». Parce que déjà quand je vais chez le médecin, je vais me ramasser un discours de 15 minutes sur, «Oui, mais vous buvez trop de coca», alors qu'en fait, je n'aime pas le coca, je ne bois pas trop de coca. Je suis malade, je prends des médocs, c'est pour ça que je grossis et je suis obligée de le ressortir à chaque fois et vu la réaction que j'ai eue la fois où j'ai laissé passer que j'étais lesbienne et que pour moi ça n'avait enfin je voyais pas où était le problème, pour me ramasser un discours de 15 minutes: «Mais oui, c'est parce que vous pouvez pas vous ne pouvez coucher qu'avec des gens que vous aimez. Moi aussi c'est comme ça». Mais j'en ai rien à foutre de votre sexualité, laissez-moi tranquille Ouais. et ça c'est très compliqué Mm. et et on parle du féminisme intersectionnel et là, j'ai vraiment l'impression d'être, alors pas, je suis pas racisée, je suis athée, je suis blanche, je suis autonome économiquement, donc j'ai quand même énormément de privilèges, hein, mais je me prends quand même pas mal de trucs dans la gueule, hein, Mm. non Ouais. et comme je disais, c'est pour ça que je me suis dit: «Bon, bah, je vais militer». Peut-être que je rencontrerai quelqu'un, peut-être pas, mais au moins le fait que je le sache, si je peux ne serait-ce que sauver une personne, lui dire: «Ça existe et tu peux ne pas aimer le vernis à ongles, les sextoys et être petite et rousse», heu, ben, ça sera déjà ça de gagné, quoi. Mm. Mais je trouve ça infiniment triste. Ouais, c'est sûr. Parce que je me dis, c'est pas comme si j'avais vécu, je sais pas moi, dans la Drôme, dans un tout petit Mm. village perdu, où on voit personne et on se connaît tous. J'ai vécu et j'ai grandi toute mon adolescence à Paris, puis en franche banlieue parisienne. Mm. Se dire que quelqu'un qui, pour les bobos parisiens, vit au centre du monde, ne soit même pas au courant que l'homosexualité existe et donc l'homosexualité féminine existe,
Mais là, on a tout raté. C'est-à-dire que même si j'ai eu la chance d'avoir 4 cours d'éducation sexuelle et où ils ont essayé de faire les choses bien, parce que, moi, quand j'entends parler aujourd'hui de cours d'éducation sexuelle, ils ont des bananes. Nous, on Mmh. a des vrais pénis, et c'était des pénis de tailles différentes. Enfin, il y avait une représentation, Ouais. du côté des pénis. C'était vraiment pas normé et il y avait plein de préservatifs pour qu'on puisse vraiment, les tirer, les lécher si on voulait. C'était vraiment très ouvert et je me Mmh. dis même quelque chose d'aussi ouvert que ça, ils sont restés à l'hétérosexualité. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que c'est vrai que quand tu décris les cours d'éducation sexuelle, je me dis: «Waouh, moi j'ai jamais eu des trucs, Ah oui, aussi non, non, mais complets», je pense que ouais. d'un point de vue hétérosexuel, c'était super bien fait. Mmh. Parce que je pense que si quelqu'un avait voulu mâchouiller un préservatif pour connaître le goût, on lui aurait dit: «Vas-y, Mmh. il y en a plein». Non, non, c'est pour ça que je me dis: «Mais quelle connerie d'avoir été» je pense que ça devait être une asso, d'avoir été aussi ouvert, mais de pas avoir Ouais. ne serait-ce que mentionné qu'il existait l'homosexualité. Mmh. Parce que moi, comme je suis quelqu'un d'assez têtu, il y aurait eu ne serait-ce qu'un fil, j'aurais tiré pour Mmh. voir ce qu'il y a au bout. Ouais. Oui, ça aurait été, juste le fait de le mentionner, ça aurait pu changer la vie, Et c'est pour ça que qu'est-ce que j'aurais aimé que les filles qui se sont moquées de moi parce que ça me dégoûtait d'entendre les premières fois de couples hétérosexuels, qu'il y en ait pas une qui me traite de gouine, quoi. Parce Mmh. que parce que là, j'aurais eu un fil et j'aurais, gagné 30 ans et pas raté le train, quoi. Mmh. Ouais, ouais, je comprends. Et du coup, toi, comment tu te projettes pour la suite? C'est quoi tes projets, là, à court, moyen terme? Alors, à court terme, ben, c'est vraiment m'investir, dans l'asso et puis, si mon travail me permet de partir, je pars, hein. Mmh. Parce que je n'ai alors après, si je rencontre une femme entre-temps, peut-être que tout sera changé, j'en sais rien. Mais je n'ai pas l'impression, dans la ville où vis, que ce soit facile de rencontrer une lesbienne célibataire. Mmh. C'est-à-dire que, les seules fois où j'en vois, au bar LGBT, elles sont en couple ou alors c'est encore pire, elles sont en couple, mais elles sont en bande de couple. Ah oui. Et quand j'en ai parlé, ben, à l'association, donc qui s'appelle Quasar, ils m'ont dit que oui, c'était, un des problèmes des lesbiennes de la ville, c'est qu'en fait, elles se baladent en bande. Je savais pas. Alors, ce que je savais pas et alors moi, alors j'espère que ça va pas être pris mal, mais moi ça me fait penser à la chanson «Une bande de thon traversant la rivière». Alors pas pour le côté physique, mais pour le côté, on verra jamais un poisson thon être tout seul parce qu'il va être en danger Mmh. et c'est l'impression que j'ai. Mmh. Je pense qu'il y a pas de lesbienne seule parce que comme le poisson thon, elle peut se faire bouffer par un prédateur. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est triste, mais je Et pense que ça donc peut par arriver. exemple, j'ai 46 ans, j'ai vécu en banlieue, j'ai vécu dans des coins chauds, c'est la première année que je me suis acheté une bombe au poivre, voilà. Mmh. Parce que 2 fois par semaine, je vais dans un bar LGBT, alors j'y vais pas les mêmes jours, hein, j'y vais quand j'ai envie, hein, j'ai pas un emploi du temps. Alors le mardi de telle heure à telle heure, j'y vais, je repars quand je veux et cetera. Mais il y en a qu'un, c'est facile de voir où il est, c'est facile de m'agresser, Mmh. Ouais, toi, tu te sens pas en sécurité en tant que personne non, LGBT? parce que j'ai aussi parlé, à l'association de Nantes, NOSIG et on parlait de où est-ce qu'on en est dans le lesbianisme et cetera. Il y a une personne donc plus âgée que moi, hein, qui a dit: «Bah, la question elle est très simple. Est-ce que vous vous sentez capable, où que vous soyez en France, de sortir en tenant par la main votre copine?» Ben, aucune de nous n'a répondu «oui». Mmh. Ouais. Je trouve ça, oui, Mmh. très triste, hein. C'est vraiment triste, ouais, de se dire qu'on est en 2023 et qu'on en est toujours là. Et donc c'est pour ça que je pense à la bande de thon, parce que je pense que si tous ces couples de lesbiennes ne voyagent que, ensemble, c'est que c'est vraiment, déjà on est des cibles en tant que femmes, Mmh. mais, là c'est encore pire parce que, moi je vais avoir entendu ou, vu sur des forums, internet et cetera comme, «Un bon coup de bite te remettra, dans le droit chemin», enfin c'est ultra violent. Oui, des horreurs, vraiment, un enfer. Et Et puis, je veux dire, on est même invisibilisés, au niveau de la médecine puisque personne s'est ouais. dit: «Ah mais, il y a des femmes qui couchent ensemble». Mmh. Bah, non, visiblement, parce que enfin, déjà, moi, j'ai cherché sur internet. Moi, je suis allée voir ma pharmacienne et ma pharmacienne a été géniale parce qu'elle a appelé tous ses fournisseurs. Mais est-ce qu'une gamine de 15 ans va aller si, quand elle va à la pharmacie, qu'on lui répond pas parce qu'elle a pas une pharmacienne aussi géniale que la mienne, Mmh. elle va laisser tomber? Enfin, je la comprends, elle a 15 ans, elle Ouais, en a pas c'est sûr. 46, hein. Mmh. Ouais, c'est très compliqué.
Et quel message tu voudrais faire passer justement sur le sujet de l'homosexualité féminine? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais que les gens retiennent, se mettent dans la tête ou... On n'est pas un objet de fétichisme. Parce que je pense qu'un des problèmes, tout ce qui est lié à la sécurité et à la représentation, viennent de là, hein. Hmm, ok. Et tu penses que c'est dû à quoi ça? Parce que je pense que l'homme, en tant que groupe social, considère que les femmes sont son objet. Hmm, C'est impensable qu'une femme, moi je le vois dans mon travail en tant que doctorante, non, je ne suis pas doctorante, j'ai mon doctorat. En hmm, tant que docteur en intelligence artificielle, ce n'est pas pensable. C'est-à-dire que la période où je me suis dit, il faut à tout prix que je couche avec quelqu'un, ça a toujours été, oui, alors moi je fais ça, je pars toujours en vacances dans des hôtels 3 étoiles, et toi, qu'est-ce que tu fais? Donc, je ne dis pas maîtresse de... Maintenant, je le dis, mais avant, je ne disais pas maîtresse de conférence, parce que personne ne sait ce que c'est. Donc, je disais enseignant-chercheur. Ah, et qu'est-ce qu'il faut comme petit diplôme pour faire ça? Eh ben, un doctorat. Et là, le mec se décompose, parce que oui, plus haut qu'un doctorat, c'est difficile. Ça existe, mais c'est difficile. Et je l'ai très bien vu dans ces relations de drague, que on est un objet. Et je le sais d'autant plus que, alors attention, un driver, moi je me suis fait violer 5 fois. Et je me suis pas fait violer par des personnes dans ces moments de drague. Je me suis pas fait donc voler par ces dragueurs. Je me suis fait violer par des proches, hmm, des gens que je connaissais. C'est-à-dire des gens à qui j'ai ouvert ma porte. Et parce que c'était des amis, parce que c'était des proches, et que dans ma tête, il n'y avait donc aucune raison de me méfier. Et, euh, et d'ailleurs, avant de connaître la véritable définition du viol, je ne savais pas que j'avais subi des viols. hmm. Je savais que j'avais détesté, que ça m'avait rendu malade, que j'en étais traumatisée. Il y avait vraiment un traumatisme, mais je ne savais pas que c'était un viol. C'est en lisant le livre sur le podcast Les couilles sur la table, où elle Ouais. donne la définition du viol, que je me suis dit, merde, je fais violer 5 fois. Hmm, C'est pas normal. C'est... Et que par des proches. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas su que j'étais violée, parce que c'était pas dans une ruelle noire. oui. Et je pense que plus que l'homosexualité féminine, le message que j'aimerais passer, c'est diffuser dans les écoles la définition d'un viol. Comme ça, une fille pourra savoir qu'elle s'est fait violer et se défendre, et un mec saura que ce qu'il est en train de faire, c'est un viol. Hmm, Parce que je pense qu'il doit y avoir la moitié des personnes qui m'ont violée qui ne sont même pas conscientes qu'elles m'ont violée. hmm. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est hyper important parce que c'est vrai qu'il y a tellement ce cliché de mais non, comme tu disais, c'est dans une ruelle sombre, c'est pas quelqu'un qu'on connaît pas et tout, alors qu'en réalité, c'est là, dans la grande majorité du temps par des proches. Et du coup, bah, ça rend les choses encore plus difficiles parce qu'on n'assimile pas, bien sûr, que c'est ce qu'on est en train de vivre, quoi. Et puis, on est vraiment un objet parce que tous mes violeurs m'ont dit que c'était de ma faute. Mm. Euh, Classique. non, alors déjà que j'aime pas les mecs, non. Mais même si j'aimais les mecs, non. Mm. Euh, non, ça n'a jamais été consenti à aucun moment. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui nous écoutent et qui ont un proche LGBTQ+, qui vient de faire son coming out, tout ça, c'est quoi selon toi les meilleures choses à faire pour accompagner un proche, pour être un bon allié? Alors, deux choses. D'abord, se rapprocher d'une association LGBTQIA+, ne serait-ce pour des trucs tout cons, une liste de médecins safe qui va pas vous expliquer que votre enfant ou votre conjoint ou ceci n'est pas LGBTQIA+, Mm. et l'aimer. Parce que tout ce qui va se ramasser dans la gueule, chercher un restaurant où il est en sécurité, qu'on donne pas une chambre avec 2 lits jumeaux, tout ce qui va se prendre dans la gueule, il a besoin d'être aimé pour l'affronter. Mm. Effectivement, c'est sans doute ce qu'il y a de plus important. Et qu'est-ce que tu dirais pour finir aux personnes qui sont peut-être dans la situation où toi tu as été pendant longtemps à se dire bah, en fait je sais pas vraiment ce qu'est mon identité ou mon orientation parce que on me dit tout et son contraire et que j'arrive pas à assumer. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? J'ai pas de conseils parce que n'ayant pas été élevée, moi j'étais très déconstruite, donc c'était facile. Mais je peux donner le conseil qui, moi, m'a aidé pour mon obésité, parce que j'étais quand même beaucoup plus obèse que ça avant. Et je m'en prenais tellement dans la rue, je m'en prenais tellement plein la gueule que pendant 2 ans, je me suis refermée sur moi-même.
C'est-à-dire que je continuais à aller à la piscine, au cinéma, mais en fait, je prenais ma voiture, je me garais devant le lieu, j'y allais et je rentrais en voiture. Alors qu'avant, je faisais tout à pied. Mmh. Et ce repli sur moi, alors je dis pas qu'il faut faire comme moi, rester enfermé 2 ans chez soi, mais ce repli sur moi en me coupant des avis des autres, ça m'a permis de me rendre compte, que, bah, c'était pas ma faute si j'étais obèse, donc c'est la même chose, c'est pas votre faute si vous êtes bi, pan, sapio, trans ou n'importe quoi. Et c'est ce que votre valeur qui compte. Je suis obèse, mais moi, je peux tenir 1 heure sans m'arrêter à la piscine et il y a plein de non-obèses qui peuvent pas. Et c'est moi, c'est ce genre de choses de me dire: «Mais en fait, je peux» et je pense que c'est la même chose pour l'homosexualité. Mmh. Et puis après, je sais que j'ai vu dans des vidéos YouTube tester. Non, mais on peut tester si on est à Paris, on peut pas tester si on est dans une petite ville de province où, hem, dimanche dernier, je suis allée au ou mardi, enfin, je sais plus. Il y a une semaine, je suis allée au café, il y a une fille qui est venue, elle a fait 40 minutes de route pour trouver un café LGBT et elle a dit: «Je reviendrai». On peut pas dire à des gens qui ne vivent pas à Paris ou dans une grande ville, tester. Enfin, elle a fait 40 minutes de route Mmh. pour boire un verre, hein. Ça devrait pas être possible. Mmh. Ouais, c'est sûr. Effectivement, très important. Et pour terminer cet épisode, Over the Rainbow, ça signifie au-delà de l'arc-en-ciel. C'est donc une notion d'espoir, une notion positive. Pour finir l'épisode, toi, quelle serait la notion inspirante, positive que tu voudrais transmettre? Sur quoi tu voudrais qu'on termine ensemble? Ben, j'ai pas de vision positive, en Mm. fait. Parce qu'il y a une partie de moi qui a envie de dire que, le tissu associatif est très important. Mais j'y rencontre aussi, des désagréments. Donc Mm. je crois pas qu'il y ait de bisounours ou de poney, quoi. Mm. Ouais. En tout cas, pas aujourd'hui. C'est pas vrai de dire qu'on est représenté, c'est pas vrai de dire qu'on est accepté, c'est pas, parce que, par exemple, je lui ai envoyé un message pour lui dire, elle m'a jamais répondu Mm. et je veux dire, même ma plus vieille amie a mis quand même 2 mois pour digérer l'information. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ce qu'il Donc faut... je suis désolée, je Non, il n'ai n'y a rien pas de dit. problème. Il Je n'y a pas de dirais problème. que c'est à nous de le construire. Mm. Et en tout cas, moi, c'est pour ça que je m'engage dans le militantisme associatif, c'est pour construire que, dans 10 ans, s'il y a une autre Capucine qui fait un podcast, la personne en face, elle ait quelque chose à dire de positif. Mm. Très bien. Bah, en soi, ça reste une ouverture de se dire, allez, la chose qu'on peut faire pour que ça aille mieux, c'est justement de s'engager, de militer, de faire en sorte que, voilà, on parle des représentations LGBTQ+, qu'il y en ait des différentes aussi et qu'on sorte des trucs un peu toujours ultra normés, voilà, qu'on montre des profils différents. Donc, je pense que on peut finir là-dessus. C'est un Oui, bon c'est une point bonne quand même, idée. très important. Important de militer. Bah, merci beaucoup, Caroline, d'être venue raconter De ton rien. histoire. Merci de m'avoir accueillie. Bah, merci, c'était très, très intéressant et je pense que ça pourra vraiment aider d'autres personnes et surtout aussi permettre de sortir des fois un peu de ces biais qu'on a, de se dire non, mais c'est bon, maintenant, tout le monde sait ce que c'est les LGBT, c'est pas dur d'être LGBT. Enfin voilà, c'est des trucs qu'on entend encore Mais aujourd'hui. c'est super faux parce Mm. que moi, je travaille à l'université dans laquelle je travaille depuis 2007. J'ai appris il y a 2 mois qu'il y avait une association LGBTQIA+ étudiante. C'est-à-dire Mm. qu'elle est tellement pas visible que si je m'étais pas lancée dans le militantisme, je serais passée complètement à côté. J'aurais pu passer des concours pour aller ailleurs et ne jamais être au courant que pour les étudiants, il existait quelque chose. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu ne serait-ce qu'une affiche. Ouais. Donc, morale de l'histoire, il faut en Plus parler. de visibilité. Voilà, plus de visibilité, on en parle. Bah voilà, merci beaucoup vraiment De d'être rien. venu. Et merci à vous aussi d'avoir écouté cet épisode. Pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et vous procurer mon livre Qui suis-je aux éditions Le Duc. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye!